Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Connaissance. Alors bonjour à tous, Ulrich Génisson, je suis connu pour être le fondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène en France depuis 2015. Je suis moi-même en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013, donc au moment où on enregistre, ça fait bientôt 12 ans. À la base, j'ai un passé de sportif, j'ai passé un diplôme d'entraîneur, donc le BE1, dans les années 98. J'ai fait une multitude de choses que j'ai associées. Donc ensuite, j'ai été, expert agroalimentaire pour une, multinationale de la certification et de l'audit dans le monde. Et puis accessoirement, je suis français, j'ai 47 ans dans quelques semaines, mais je vis aux États-Unis depuis 2020, donc depuis un peu plus de 4 ans. OK, très clair, très concis, très intéressant. Déjà beaucoup de choses, dont tu parles qui m'intéressent beaucoup. En général, je commence le podcast avec une petite phrase qui guide les questions que je vais poser et aujourd'hui, celle qui me vient en tête, c'est une que j'ai entendue sur un autre podcast avec le professeur Mouton qui dit: «Les meilleures études sont celles qui ne Mouton sont n'est pas pas un encore là». professeur, il est docteur, c'est docteur Mouton. Oui, c'est docteur Mouton. C'est pas la même chose parce que quand j'appelle des professeurs, docteurs, ils me reprennent vite pour me Non, mais dire c'est vrai, professeur. chaque mot a son sens, c'est vrai. En tout cas, son travail, je le trouve très intéressant et il dit: «Les meilleures études sont celles qui ne sont pas encore arrivées». Et récemment, en regardant certaines études, qui se publient depuis, peu de temps à l'échelle de ce qu'on a en termes de de d'études réalisées à ce sujet-là, on parle d'un diabète de type 3 au niveau, de certaines maladies, comme la démence, la schizophrénie et cetera. Évidemment, le diabète, l'insuline, le sucre, le régime cétogène, tout ça sont des choses qui sont liées et c'est sur ce thème-là, c'est sur ces thèmes-là que j'aimerais évoluer aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire un rapide rappel pour ceux qui ne seraient pas au courant de ce qu'est la diète cétogène et de ses intérêts? Alors l'alimentation cétogène, c'est l'alimentation normale pour l'être humain depuis 2,5 millions d'années. Nous avons évolué d'abord sur un régime quasiment carnivore exclusif, heu, quasiment je dis bien, parce que de façon opportune, nous pouvions avoir d'autres types d'aliments. C'est grâce à la graisse des animaux particulièrement que notre gros cerveau a pu se développer. Donc, de fait, les glucides sont extrêmement rares dans notre développement en tant qu'être humain. Je parle de 2,5 millions d'années. Arrive l'agriculture de façon très récente sur ces 2,5 millions d'années. Alors selon comment on calcule ça, ça va être entre 12 000 et 18 000 ans, et une certaine domestication, et un certain début d'agriculture et une certaine arrivée plus massive de glucides dans l'alimentation. Et puis de façon totalement aiguë, les années 50, l'arrivée d'une nourriture industrielle, extrêmement gavée, sous forme de différents sucres. Et là, l'institutionnalisation d'un régime alimentaire occidental à 55 de glucides. Voilà, donc le régime cétogène, c'est simple, c'est en opposition au jeûne, nous mangeons. Donc, il faut différencier le jeûne, l'absence de nourriture, versus un régime alimentaire, une diète. Le régime cétogène est un régime où on mange. Et le régime cétogène nécessite d'être en cétose nutritionnelle de façon ininterrompue 24 heures par jour. C'est-à-dire que ce n'est pas une cétose nutritionnelle intermittente. Nous sommes en cétose 24 heures par jour. Et pour arriver à ça, il faut consommer une quantité très modérée de glucides, très basse. Alors, selon les personnes, selon l'objectif, etc. On fixe autour de 50 grammes par jour, ça peut être 20 grammes, ça peut être moins. Comparativement, donc une diète alimentation occidentale standard est composée d'environ 55 de glucides. En régime cétogène, on est entre 0 et max 10. Voilà. Donc c'est une réduction radicale des glucides dans son alimentation qui induit un état métabolique normal qui nous accompagne depuis 2,5 millions d'années, qui est la cétose. Donc on peut mesurer des corps cétoniques dans notre circulation sanguine en tout temps. Et c'est ce qui différencie le régime cétogène du régime occidental qui, lui, supprime la production de bêta-hydroxybutyrate, la suppression de corps cétoniques dans notre circulation sanguine. Voilà. En quelques mots, c'est ça. OK, en quelques mots. Bah, c'est assez précis. Ça m'évoque, évidemment des questions courantes, hein, que je pose, en faisant l'avocat du diable, mais, Mmh. Alors, est-ce juste que une si chose, contrairement au docteur Mouton, je pense que la science la plus intéressante a déjà été publiée. La production, j'ai à peu près 10 000, plus de 10 000 PDF d'études sur mon ordinateur. mmh J'ai une revue scientifique tous les vendredis avec 47 mots-clés sur PubMed. J'épluche environ 1 500, 1 700 études, 1 800 études tous les vendredis.
pour en garder seulement que quelques dizaines que je vais aller chercher avec les chercheurs directement en PDF pour pouvoir les lire. Et ce que je vois depuis des années, parce que la science, je la suis depuis 98, à un moment donné où j'étais en contact avec beaucoup de sportifs de haut niveau, y compris dans le domaine de la moto, qui allaient voir le célèbre docteur Mouton pour avoir un peu d'aide dans leur performance sportive au niveau mondial. Donc je connais aussi le personnage depuis longtemps. Quand on regarde la littérature ancienne, quand je dis ancienne, dans les années 30, 50, 60, 70, il y avait des choses extraordinaires qui ont été découvertes. Et elles ont été littéralement enterrées. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai été en contact avec des scientifiques qui ont aujourd'hui 90, 95 ans, qui ont fait des découvertes fantastiques. Par exemple, dans certains types de carences en micronutriments, qui ont alerté les autorités américaines il y a déjà très longtemps. Il ne s'est rien passé. Et ça, c'est totalement oublié. Par exemple, nous avons aujourd'hui des micronutriments qui sont essentiels à la vie. C'est-à-dire, si nous ne les consommons pas, nous mourrons. Et de l'autre côté, ils ne sont pas définis, ils n'ont pas été décrétés comme essentiels. D'accord. Donc il y a aujourd'hui un recul de la science qui est monumental. Nous savions des choses dans les années 50, 60, 70 que nous ne savons plus aujourd'hui. Les médecins ne savent pas. Sur beaucoup de micronutriments, par exemple, quand on demande les niveaux appropriés dans tel contexte de tel micronutriment, beaucoup de médecins ne savent absolument pas de quoi on parle, alors que ça a été publié à 70 ans. Mmh. Et selon toi, quelles sont les raisons, parce que tu as dit: «Ça a été enterré», ce qui est quand même un terme assez fort. Il y a une certaine forme de volonté dans Mhm. le verbe. Quel est, l'enjeu derrière ça d'avoir modifié, altéré, des recherches pour orienter l'alimentation, générale de la population? Bah, tout simplement parce que si on s'intéresse vraiment à la nutrition, ces sujets de recherche ne rapportent rien. Ils coûtent de l'argent, c'est-à-dire faire des recherches, faire des analyses, rassembler des cohortes, etc. Ça coûte de l'argent et ça rapporte rien en face. C'est-à-dire que ça, ce sont des recherches qui ont été financées par les autorités, par le gouvernement, par l'impôt. Et de l'autre côté, les applications, les usages ne rapportent rien. Donc, on arrête de financer ça. Donc, aujourd'hui, on se retrouve à avoir une multitude d'études scientifiques qui coûtent beaucoup d'argent, juste pour essayer de prouver qu'une telle molécule nouvelle va fonctionner un peu, coûter beaucoup d'argent et est meilleure que tout type de solution plus naturelle et beaucoup moins coûteuse, par exemple la micronutrition. Et tu parlais tout à l'heure d'Alzheimer, c'est exactement le cas. On a des recherches frauduleuses qui ont même été rétractées, qui sont vraiment un scandale international, puisque sur Alzheimer, par exemple, beaucoup de recherches publiées se sont appuyées sur des données qui finalement aujourd'hui sont rétractées. Tout simplement parce qu'Alzheimer, c'est un gros business. Je rappelle juste qu'en France, on est 68 millions d'habitants. Il y a 1 million de personnes touchées par Alzheimer. Donc le business est juteux. Et on veut des molécules qui coûtent extrêmement cher à breveter pour l'industrie pharmaceutique. Expliquer que le régime cétogène, un meilleur sommeil ou certains micronutriments peuvent littéralement empêcher Alzheimer, je parle juste de politique de prévention, ça rapporte rien. Qui finance ça? Voilà. Et là le problème, c'est juste à qui profite le crime? Où va l'argent? Donc, sur tout un tas de carences, par exemple en micronutriments, je vais donner juste un exemple. On sait très bien que les sols sont en Europe extrêmement pauvres en sélénium. Ça veut dire que tout ce qui va être cultivé, que ce soit des céréales, des légumes ou même des produits issus de l'élevage, par exemple les pâturages, vont être pauvres en sélénium. C'est un vrai scandale dénoncé il y a plus de 50 ans, en même temps que les problèmes de carence en iode. Eh bien, la Finlande, dans les années 70, mais un programme d'enchérissement D'enchérissement? des terres agricoles finlandaises pour prévenir ce problème. C'est-à-dire qu'on alerte, le système agricole se concerte, c'est très facile au niveau agricole dépendre massivement du sélénium dans les champs, et ce qui va pousser dans tout ce système agricole, que ce soit végétaux, céréales, élevage, etc., va être plus riche en sélénium. Fin d'histoire, on a réglé le problème. Quel est l'autre pays au monde qui a fait ça? Aucun. La Finlande seule. C'était dans les années 70, suite aux alertes des Américains dans les années 60. Donc, OK. c'est juste un petit exemple concret. C'est-à-dire que quand on a un problème, l'iode, par exemple, il y a un grand scientifique belge qui a voué toute sa vie, il avait une renom international, ce monsieur, il a voué toute sa vie à alerter sur les carences en iode qui sont vraiment
massive déjà dans les années 70. Il avait même créé ce qu'il a appelé la tyromobile. La tyromobile, c'était un véhicule où il allait dans le monde entier et où il faisait les analyses. Alors, photos des gens, photos des goitres quand il y avait des goitres qui étaient déjà installés. On analyse la quantité d'iode qui était consommée, etc. Et il alerte, il est mort maintenant, depuis les années 70, sur l'extrême importance de l'iode pour la santé humaine et l'extrême carence que nous avons en Europe. 80% des gens sont massivement carencés en iode. Et ça a Voilà. forcément des implications sur la thyroïde et sur la transformation de la T4 en T3. Et du coup, parce que tu dis: «Ça ne rapporte rien». Mais encore une fois, je vais me faire un peu l'avocat du diable et essayer de me placer sur un spectre bienveillant. Parce que, comme tu dis, si jamais on met en place des politiques de prévention qui vont faire chuter, la prévalence de certaines maladies, certaines afflictions, ça veut dire qu'il y aura pas de coûts engendrés par la sécurité sociale et donc même si ça ne rapporte pas de l'argent, ça évite d'en dépenser. Donc quelque part, si on est bienveillant envers les gens, ce genre d'études, puis de concertation et de décision, si c'était fait avec bienveillance, on mettrait en place les choses. Donc, est-ce que ce que tu décris au final, ce serait une espèce de victoire mortifère du capitalisme où sciemment on va laisser, des sujets sous le tapis, voire les enterrer, ne pas œuvrer pour le mieux parce que derrière on a un business qui s'ouvre? Alors, pour moi, c'est une victoire mortifère du socialisme. Je suis un grand défenseur du capitalisme. Je suis un capitaliste. J'ai écrit un livre sur le sujet. Le capitalisme, c'est quoi? Le capitalisme, c'est d'abord une règle de propriété privée. Tu es un capitaliste parce que tu es propriétaire de ton travail. À partir du moment où on te dépossède de la propriété de ton travail, là, tu rentres dans une époque, une ère, un terrain socialiste. Et c'est ce qui se passe en France. Je m'explique. Les intérêts capitalistes sont en compétition en permanence entre eux. Donc, imaginons que nous ayons une société capitaliste en France. Nous aurions des assurances santé privées, totalement privées. Alors, elles peuvent être sous forme associative, elles peuvent être sous forme de fondation, ou elles peuvent être sous forme d'entreprise avec comme objectif de gagner de l'argent et de récompenser les actionnaires. Mais nous aurions des compagnies d'assurance privées qui seraient en lutte pour être performantes, viables, rendre un service tout en survivant. Et nous ne serions pas dans un système de sécurité sociale chroniquement en déficit, avec des budgets qui ne font qu'exploser, des déficits qui font qu'exploser, une dette qui ne fait qu'exploser, des cotisations qui ne font qu'exploser. Je rappelle juste que la France est le pays le plus taxé au monde aujourd'hui. Nous avons 2 fois plus de SDF en France qu'aux États-Unis, le soi-disant temple du capitalisme, qu'en est pas un, contrairement à ce qu'on croit. Et nous avons des gens qui aujourd'hui payent une fortune pour un système monopolistique qui s'appelle la sécurité sociale, qui rembourse de moins en moins, qui est soumis à une corruption massive. J'en reviens au livre de Virapen, qui était l'ancien PDG des Lilly Suède, qui est excellent parce qu'il montre comment ils œuvraient au niveau de la corruption, au niveau du médecin, des chercheurs et des politiciens. La sécurité sociale française étant au centre, puisqu'ils arrosaient littéralement les décideurs politiques, pour que des molécules inefficaces et même mortelles soient remboursées par la sécurité sociale française. Donc nous ne sommes absolument pas dans un système capitaliste. Nous avons des entreprises privées qui sont capitalistes, par exemple les laboratoires pharmaceutiques, ce sont des entreprises capitalistes, mais qui se heurtent en face à un système socialiste géré par quelques politiciens corrompus. Et au final, nous avons des vaches à lait qui s'appellent le contribuable, qui doivent subir une hausse permanente des contributions sociales pour de moins en moins de retours. Et c'est comme ça qu'en 2024, 2025 bientôt, nous avons des gens dans le soi-disant meilleur système de soins du monde qui meurent littéralement dans les urgences. Donc, il faut se méfier des mots capitalisme. Capitalisme, c'est la liberté aussi. Capitalisme, c'est la possibilité de pouvoir gagner de l'argent, mais c'est aussi le risque d'en perdre beaucoup, c'est-à-dire de faire faillite. Une entreprise capitaliste sous forme d'assurance santé qui viendrait entre un citoyen qui a besoin d'assurer sa santé parce que parfois il ne peut pas faire face financièrement à certaines grandes dépenses, un accident, un cancer, etc., vient littéralement affronter d'autres intérêts capitalistes qui vont être, par exemple, les laboratoires. Et on peut très bien imaginer qu'une entreprise d'assurance privée ait pour objectif de maintenir des gens en santé avec, par exemple, des conseils avisés qui seraient totalement en contradiction avec les conseils que nous avons aujourd'hui délivrés par l'État. Je pense, par exemple, aux politiques nutritionnelles.
Nous avons par exemple Monsieur Schonby, qui est suisse, qui est le vice-président de Swiss Re, qui est un réassureur. C'est-à-dire que les assureurs, tous les assureurs du monde, sont eux-mêmes réassurés avec une compagnie d'assurance qui est au-dessus d'eux. Pour mutualiser les risques, ça évite justement les faillites localement de compagnies d'assurance. Tout à fait. Lui-même étant largement impliqué dans le régime cétogène, et lui-même essaie de faire avancer la prise en charge du régime cétogène par les compagnies d'assurance privées pour lutter contre le diabète de type 2, par exemple. Ça fait déjà 10 ans, il fait des conférences sur ça. C'est le numéro 2 de Swiss Re, qui est de mémoire le deuxième plus gros réassureur du monde. C'est ça, un monde capitaliste où nous avons c'est comme les assurances automobiles, en fait. C'est la même chose. On décide d'aller chez tel assureur ou tel assureur parce qu'il va prendre en charge, au lieu de traiter un diabète de type 2 à l'insuline et à la metformine pendant 25 ans, ce qui va nous faire finir par une insuffisance rénale, une cécité et des amputations, on va aller chez tel assureur parce que chez tel assureur, il propose d'inverser le diabète de type 2, totalement pris en charge par le régime cétogène. Voilà un exemple d'une structure capitaliste. Oui, mais là où je rebondis, c'est que tu l'as dit, donc le système français est socialiste, mais la corruption vient d'entreprises capitalistes qui passent par le système socialiste, qui essaye finalement d'en tirer le plus de bénéfices possible. Donc Oui, alors il y c'est a un même peu une petite l'œuf ou variante la qui est poule. intéressante que tu peux utiliser, qui s'appelle le capitalisme de connivence. Ça, Oui, c'est tout à fait. intéressant. C'est-à-dire, c'est des entreprises capitalistes, elles gagnent de l'argent, tout le monde gagne beaucoup d'argent, mais elles viennent littéralement appliquer de la corruption sur des politiciens ou par d'autres biais avoir une entente avec les politiciens. Et je vais donner un exemple. Tu as Ronald Reagan, qui était un président américain républicain, qui a signé un ordre exécutif en 1986 qui décharge de toute responsabilité l'industrie pharmaceutique pour la production de vaccins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise pharmaceutique appelée Big Pharma produit des vaccins et s'il y a le moindre mort, s'il y a le moindre dommage avec ces molécules qu'elle a produites, elle n'a aucune responsabilité. C'est l'État américain, le contribuable américain qui va payer pour tous les dommages d'une entreprise privée. Est-ce que c'est du capitalisme? Non. Techniquement, ça s'appelle du capitalisme de connivence. Parce que quand on est capitaliste, on est libre, mais aussi responsable. Donc, on a la liberté de faire de l'argent avec ce qu'on fait. Imaginons, je ne sais pas, une grande entreprise automobile allemande qui fait de très belles voitures, et puis on se rend compte qu'une voiture sur 1000 explose. Alors oui, l'entreprise, il est normal qu'elle gagne de l'argent en vendant ses voitures, mais elle va être aussi responsable des dommages qui vont être créés par cette voiture qui explose 1 sur 1000. Eh bien, il est normal que l'industrie pharmaceutique soit responsable des dommages des produits qu'elle a fabriqués. Et quand l'État intervient et fait un blanc-seing pour l'industrie pharmaceutique, ça s'appelle du capitalisme de connivence. De Et ça, c'est pas du connivence, ouais. capitalisme. OK, Voilà. ouais. Non, c'est une distinction intéressante et j'ai un ami qui est parti aux États-Unis aussi et qui me disait ça. Il expliquait qu'aux États-Unis, on réfléchit beaucoup plus. La liberté se paye, en fait. Il disait: «On est plus libre, mais ça se paye», Mmh. notamment par l'anticipation de ta propre responsabilité. Tu réfléchis à 2 fois avant de faire les choses parce que tu vas devoir assumer les conséquences positives, négatives, diverses et cetera. Donc c'est Mmh. vraiment intéressant. Tout à fait. Revenons un petit peu au régime, cétogène. Mmh. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a amené vers ça? Une maladie quelconque ou, dans Oui, ton parcours qui t'a tout à fait. Moi, j'ai reçu des enseignements d'entraîneur sportif, en 98. Donc, à la base, il y avait, ça se faisait comme ça à l'époque, tu avais un tronc commun de formation, puis après tu avais une formation spécifique selon ton sport. Donc en gros, que tu sois patineur artistique, coureur du 100 mètres, ou pilote de motocross, c'était la même formation commune. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre vraiment la nutrition. Et à ce moment-là, moi, je faisais du sport, j'étais pilote de motocross et moi-même, je luttais en permanence contre le poids. C'est-à-dire que je faisais déjà très attention à ce que je mangeais, tout le temps. Le moindre écart, je prenais du poids. Et les problèmes de poids sont arrivés pour moi après une opération de l'appendice, une ablation de l'appendice. Et puis, ça s'est mal passé et j'ai eu une grosse antibiothérapie derrière qui a duré des mois. Et c'est à partir de là où j'ai vraiment pris du poids. Avant ça, non. Et juste après, beaucoup. Et donc, j'ai toute ma vie, grosso modo, lutté contre ça. Je faisais tout le temps attention à ce que je mangeais. Et puis, il y a eu plein d'événements dans ma vie, et cetera. Et je suis arrivé en 2013 à 105 kilos pour 1,88 m, ce qui était
beaucoup trop pour moi, j'en pouvais plus. Pourtant, j'avais essayé beaucoup de choses. J'avais réessayé les régimes alimentaires à indice glycémique bas, et cetera. Mais pendant tout ce laps de temps, donc de 98 à 2013, il y avait toujours quelque chose que je comprenais pas. C'est-à-dire, manger 55 de glucides pour brûler de la graisse, ça semblait pas logique. Mais jamais j'avais mis le doigt sur ce régime cétogène, cette cétose nutritionnelle. Et puis, par hasard, oui, c'est carrément du hasard, je tombe sur la réécriture du régime Atkins par Finet, Volek et Westman, qui a dû être publié en 2012, quelque chose comme ça, en français. Et je lis ce livre, et là, tout devient lumineux. C'est-à-dire, là, les planètes s'alignent. Ça devient logique, je comprends. Je lis ce livre, j'applique et je perds 35 kilos. Voilà. Ça, c'est 2013. OK. Et donc c'est une expérience qui a fonctionné pour toi après Mmh. plein, d'essais sur d'autres choses. Tu as eu la compréhension, l'application et le résultat. Tout à fait. Et c'est ça qui a Une été ques aussi une porte pour moi sur l'ouverture de toute la science qu'il y a derrière. C'est à partir de là où je commence à accumuler toute la science du régime cétogène. Oui, oui, oui. Après, il y a des choses comme tu l'as dit, le gras nous a permis de développer notre gros cerveau et cetera. C'est vrai qu'il y a énormément de graisse, dans le cerveau, même Mmh. composé majoritairement de ça. Mais, il y a quand même, une interrogation que je me pose parce que sur, cette chaîne, j'ai reçu déjà des gens qui sont des défenseurs, des pratiquants de différentes, types d'alimentation. Est-ce que tu penses que, de manière générale, la diète cétogène est recommandable au même niveau à tout le monde? Oui, et j'ai pas l'ombre d'un doute là-dessus. Dans quelques semaines, je vais publier une vidéo d'un chercheur du CNRS français, qui est d'ailleurs pas d'accord avec moi parce qu'il est d'origine italienne et il explique, heu, expliquer aux Italiens qu'il va falloir qu'ils renoncent aux pâtes, c'est compliqué. Heu, mais ma vision des choses, si tu veux, c'est que l'alimentation normale pour l'être humain, c'est d'être en cétose nutritionnelle, et de ne pas l'être, c'est anormal. D'ailleurs, il y a une scientifique que j'aime beaucoup qui s'appelle, Isabella Cooper. C'est une Britannique, la nouvelle génération de chercheurs qui est très intéressante, et elle s'est posé une bonne question. Elle a dit, on va prendre les choses dans l'autre sens. On va prendre une cohorte qui est sous régime cétogène, on va prendre tous les paramètres qui nous intéressent, et puis cette cohorte en régime cétogène, on va la remettre sur un régime riche en glucides, occidental, standard, 55 de glucides. Et là, tous les problèmes métaboliques apparaissent. Donc, tu prends une population saine en régime cétogène, qui mange à satiété, qui a aucun problème, pas de problème de CRP, aucun problème sur toutes les analyses. Tu la mets sur un régime occidental, 55 de glucides, et là, tous les problèmes arrivent, en quelques semaines. Donc, le vrai problème, en fait, c'est d'avoir la vision du régime cétogène comme un régime spécifique, pour un usage particulier, dans un certain contexte, pour une certaine population. Non. Une vache mange de l'herbe. L'être humain doit être en cétose nutritionnelle. Point barre. Et je suis pas là pour vendre mes bouquins, mes formations. Vous n'avez pas besoin d'une régénération pour ça. Il suffit juste de regarder, ne serait-ce que la vieille littérature. Tu sais, par exemple, j'ai un vieux bouquin de 1955, un médecin américain qui expliquait comment il soignait tous ses patients avec juste 3 entrecôtes par jour, hein, matin, midi, soir. Voilà. Donc c'est pas nouveau tout ça. Vous n'avez pas besoin de moi, hein. C'est du bon sens. Et pour moi, de façon évidente, oui, le régime cétogène est adapté de la naissance à la mort pour tout le monde, pour tous les contextes. Et quid des parce qu'il y a des glucides, on en trouve dans plein de choses, donc tu l'as dit, il y a une certaine forme de tolérance. On rejette pas toute forme de glucides, dans Mmh. des proportions plus ou moins. Mmh. Donc la place des légumes glucidiques dans tout ça, parce qu'évidemment, par exemple, une carotte va contenir des glucides, enfin, il y a plein de légumes qui sont glucidiques. Le régime carnivore, c'est une branche, hein, finalement, du régime cétogène, parce qu'il y Mmh. a beaucoup de corps gras dans la viande qu'on prescrit dans le régime carnivore. Est-ce que Mmh. pour toi, l'utilisation de légumes et de certains légumes qui peuvent être glucidiques peuvent poser problème et empêcher d'avoir, cette cétose dont tu parles? Alors, déjà, premier point, ce qui est super important, c'est, nous avons perdu, l'origine de notre alimentation. Aujourd'hui, quand tu dis carottes, les gens se voient dans un petit supermarché avec, 15 kilogrammes de carottes bien oranges, bien sucrées, et cetera. Ça, c'est le fruit de l'industrie agroalimentaire. OK? Cette carotte-là, il y a 2 siècles, elle n'existe pas. Donc c'est très nouveau à l'échelle de notre génome, de notre évolution. Je rappelle, 2,5 millions d'années. Donc c'est aussi nouveau que votre petite robe que vous avez, ou votre jogging au magasin. C'est l'industrie, le cerveau humain, l'intelligence humaine qui a créé ça, et c'est pas la nature. C'est
pour ça que j'aime bien reprendre Eric Weissman, médecin américain, pour les fruits, qui dit, il n'hésite pas à le dire, les fruits modernes sont les bonbons de la nature. Mais on peut l'avoir aussi dans certains légumes. Les légumes aujourd'hui sont tellement croisés que c'est très très éloigné de l'origine. Si on prend, ne serait-ce qu'il y a 600-700 ans, non seulement 80% de notre alimentation n'est pas présente en France, elle n'existe pas, elle a été importée. Il y a Tout beaucoup de à choses fait. qui ne sont pas endémiques. Et puis en plus, on les a améliorées. Exemple tout bête, par exemple, vraiment, 19e siècle, on prend une poule, elle fait 35 œufs par an. Ok. Aujourd'hui, une poule, elle fait 300 œufs par an. Naturellement, elle ne fait pas 300 œufs par an, une poule. On l'a modifiée pour ça. Donc, il y a un état naturel des choses. Nous sommes responsables de cette production. Donc, il faut vraiment différencier ça. Ensuite, le régime cétogène, pour moi, je l'ai toujours vu comme un régime qui est à notre service. Nous ne sommes pas au service du régime cétogène. Donc, généralement, je n'ai jamais vu de personne qui arrive sur un régime cétogène sans un objectif précis. Donc, les gens arrivent avec un objectif de perte de poids, de performance sportive, de lutte contre la maladie, etc. Vous devez organiser votre régime cétogène autour de votre objectif. Donc, chez certaines personnes, le régime carnivore marche très bien, donc le côté extrême du régime cétogène, sans végétaux. Pour d'autres, ça marchera très bien avec relativement beaucoup de végétaux, relativement pauvre en glucides, même si la quantité de glucides totale va être plus haute, la quantité de fibres aussi. Voilà, c'est à la carte selon votre objectif. Et puis, il y a des gens aussi, au niveau social, ils se sentent bien mieux avec beaucoup plus de légumes, c'est beaucoup plus facile à vivre. Bon, de l'autre côté, j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui était touché par une maladie de Crohn traitée sous médicaments depuis 12 ans. En quelques semaines de régime cétogène, c'est 80% de ce crise qui passe, il n'y a quasiment plus besoin de médicaments. Il passe sur un régime carnivore, ça fait 1 an, c'est terminé, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Crohn. Ce qu'un médecin aujourd'hui ne vous expliquera pas. Hein. C'est fou. Et au-delà de l'expliquer, il pourrait même le freiner en disant Ah oui, il y oui. a certains marqueurs métaboliques qui vont l'affoler, le taux de cholestérol, des choses. Et on va dire ah Oui, oui, non, c'est oui. pas Et puis les la bonne fibres. direction. Les fibres, tout bon gastro-entérologue vous dira les fibres sont nos amis, il nous faut au moins 30 grammes de fibres par jour. Mais ce qui est curieux, c'est que par exemple, quand les gens qui sont atteints de maladie de Crohn vont faire certains examens médicaux, on leur fait faire un régime sans résidus, donc sans fibres, pour pouvoir leur faire leurs examens. Et c'est là que les symptômes disparaissent. Ils auraient dû tilter. Et donc, quand on fait un régime cétogène sans fibres, qui est quasiment tout le temps un régime carnivore, tous les problèmes disparaissent en quelques semaines. C'est pas miraculeux, on a des témoignages et c'est encore scientifiquement documenté. Les études de cas nous montrent que c'est possible. Très intéressant. Puis tu as dû voir, de par ce que tu fais depuis plusieurs années, beaucoup, de témoignages de gens qui ont eu des objectifs atteints assez rapidement parce que quand l'alimentation est quand même, au centre de tout ça, hein. Il y a les problèmes Oui, de santé, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des stress, généraux et globaux qu'on s'applique au quotidien, mais l'alimentation, en est un, très, très puissant. c'est vraiment le cœur de mon approche, le cœur de mon métier, c'est poser un régime cétogène bien formulé. J'utilise bien formulé, ce ne sont pas mes mots, ce sont justement les mots de Finet et Volek pour différencier de régimes cétogènes qui seraient littéralement carencés, déséquilibrés. Et on les trouve beaucoup aussi dans la littérature scientifique. C'est-à-dire que des scientifiques, pour un objectif précis, souvent on parle d'épilepsie par exemple, vont être capables de formuler un régime cétogène que je vais appeler stupide. Stupide, vraiment. Parce que quand on regarde comment il est fait, il est extrêmement carencé. Donc forcément, 18 mois après, on a des problèmes avec ces carences. Que ce soit du calcium, que ce soit d'autres micronutriments. Donc Finet-Volek avait posé cette base de régime cétogène bien formulé. C'est un régime cétogène sain, durable, sans carence, qui vient apporter tout ce dont un être humain a besoin tout au long de sa vie. Voilà. Donc à partir du moment où on a posé ça, eh bien, on a d'innombrables applications qui vont du cancer, la perte de poids, l'hypertension, stéatose hépatique, toutes les pathologies auto-immunes, prévention d'Alzheimer et inversion d'Alzheimer, etc., etc. Voilà. Et c'était une question que je voulais te poser, dans le spectre des maladies, Mhm. qu'on approche avec un régime cétogène, je sais que l'épilepsie a eu une place, très importante pendant longtemps. J'ai regardé une interview en anglais, il y a pas longtemps, de Jordan Peterson, où Mhm. un des intervenants, expliquait que sa maman a été atteinte de démence Mhm. et que ça l'a amené à faire beaucoup de recherches et que maintenant il expérimentait avec, des gens volontaires qui avaient une démence
et qui voyaient des nettes améliorations en réduisant les glucides dans leur Tu alimentation. sais, j'ai publié ma formation en 2017, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Dedans, tu as une vidéo où j'ai parlé, enfin, dans un des modules, il y a 66 leçons, il y a 10 modules. Il y a un module qui s'occupe de toutes les pathologies, et après, il y a des leçons qui s'occupent des maladies neurodégénératives. J'ai publié en 2017 une vidéo d'une personne qui est à côté de sa grand-mère, dans un lit. La grand-mère est atteinte de démence avancée, elle ne parle pas, elle reconnaît personne. OK? Le petit-fils en vidéo, cette vidéo-là, je l'ai captée parce que je connais les gens qui produisent la molécule, etc. Normalement, ça ne devrait pas sortir parce qu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, etc. Mais c'est pour montrer l'effet aigu. Ce petit-fils prend une cuillère à soupe et met des esters de corps tonique, esters de bêta-hydroxybutyrate. Le bêta-hydroxybutyrate étant le corps tonique le plus important. Ce n'est pas le premier, c'est le deuxième produit, mais à partir de l'acétoacétate, mais il est extrêmement important. Il donne une cuillère à soupe, donc ce n'est pas énorme, c'est quelque chose comme 10 grammes. 10 grammes de bêta-hydroxybutyrate. Donc, le corps tonique que nous produisons normalement quand nous sommes en cétose nutritionnelle. Cette dame n'est pas en cétose nutritionnelle. Elle est alitée, elle a une démence profonde, elle ne reconnaît personne, elle ne parle pas. Il donne la cuillère à soupe dans la bouche de sa grand-mère. 15 minutes après, elle tient une conversation. Voilà. Et je vends pas, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour ça. Qu'est-ce que c'est que ce produit? Ce produit, il est utilisé depuis 2012. Il a été synthétisé pour la première fois à Oxford par le professeur Karen Clark et donné au premier coureur du Tour de France, 2012. Froome a été le premier à en bénéficier. $2000 dans un bidon. OK? Bon, moi, j'ai été le premier à tester ça en France. 2017, c'était sous forme de prototype. $2000 la fiole. J'ai publié la vidéo à l'époque. C'était même pas sur le marché, tu ne pouvais pas l'acheter. Aujourd'hui, ça a été produit, il y a 3 grandes marques. En fait, c'est vraiment intéressant au niveau scientifique parce que tu as eu 2 clans. Tu as eu Richard Veitch aux États-Unis qui a voué 20 ans de sa vie à la synthèse du bêta-hydroxybutyrate sous forme d'ester. 20 ans. OK? Et en face, tu avais la même équipe de Karen Clark à Oxford qui a fait la même chose. Et ils se tiraient la bourre à savoir qui c'est qui allait être le premier. Donc, quand tu regardes la littérature sur la synthèse du bêta-hydroxybutyrate, tu as 20 ans d'histoire scientifique, 20 ans d'une guerre entre deux génies. Bon. Les premiers usages qui ont été faits avec ça, c'était pour le sport. Moi, je ne suis pas un très grand fan, j'en ai utilisé, j'en ai proposé à certains sportifs dans certaines conditions qui pouvaient être utiles de transition, etc. Ce n'est pas le sujet. Mais si la science s'occupait de ça, sérieusement, pour Alzheimer, on devrait se poser une question. Si on a un résultat si aigu, si rapide, avec du bêta-hydroxybutyrate sous forme d'ester, que se passe-t-il quand on fait un régime cétogène et qu'on a naturellement une production de corps cétonique endogène? Question. Voilà. C'est comme ça que ça avance la science. Tout à fait. Mais bon, après, comme tu le dis, la guerre des molécules, breveter de nouvelles molécules, faire de l'argent avec ça, J'ai c'est interviewé malheureusement. un professeur de médecine français parisien. Donc, il est professeur, il n'est pas docteur. Hein, J'allais faire la remarque. qui a géré, et en plus très, très gentil, très accessible, qui est à la tête d'une étude française dont l'objet est d'étudier le régime cétogène pour Alzheimer. Publication des résultats 2027. Elle a commencé en 2021. Bon. Voilà, on regarde concrètement sur 30 personnes ce qui se passe quand on fait un régime cétogène continu qui sera mesuré, suivi, alors avec des tests de connaissances très précis, très standardisés pour voir si ça stagne, ça évolue, ça régresse, etc., etc. Voilà, ça se fait, c'est pas nouveau. Concrètement, petit budget, payé par l'État, il n'y a pas de molécules à breveter, il n'y a pas de laboratoire derrière, donc on se débrouille avec ce qu'on a, on fait à la bonne franquette ce petit essai. Mais si on avait de l'argent là-dedans, forcément, on pourrait prendre 2000 personnes, on pourrait peut-être mettre plus de nutritionnistes pour suivre, on pourrait, pourquoi pas, engager des cuisiniers pour expliquer la cuisine cétogène, parce que c'est une vraie révolution aux gens pour qu'ils puissent le faire chez eux. Un suivi un peu plus moderne que ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est ça la réalité. Ça, c'est concret ce que je dis. C'est un exemple précis, avec une étude qui sera publiée en 2027. Et bon, toi, tu œuvres pour ça au final, à faire de la vulgarisation, à rendre ça, Hmm. accessible, expliquer aux gens et cetera. Parce que en ce moment, j'ai eu quelques, échanges avec, certains médecins et cetera dans mes démarches personnelles et c'est vrai que je me rends compte que dès qu'on sort du cadre,
on se heurte à un système tout entier dont les médecins sont les extrémités avec lesquelles nous sommes en contact. Heu, Comment est-ce que tu penses que ce genre de changement, de vie au final, parce que c'est une hygiène de vie, doit émerger, d'une recherche personnelle? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la formation des médecins? Parce que bon, les trucs, manger, moins gras, moins sucré, moins salé, c'est très bien. Nos les amidités sur nos produits pour la vie, c'est très bien, mais à un moment donné, quand on se retrouve face à un médecin, qu'on a un taux de cholestérol un peu haut par rapport aux normes qui sont définies, on ne sait pas trop comment, mais elles sont définies, et qui vous fait, entamer des démarches inverses pour réduire votre cholestérol, réduire votre gras et cetera. Même si tu es dans une démarche personnelle, comment on fait en fait? D'où doit venir, le changement? Tu poses une très bonne question et je suis désolé, j'ai pas de réponse. Je vais essayer de participer au débat, mais j'ai pas la réponse moi-même. Je vais essayer de réexpliquer le problème. Aujourd'hui, nous avons une formation, des médecins qui est littéralement, contaminée par l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que les gens sont formés pour vendre des pilules et je vais donner un exemple précis. Le cholestérol. Il y a 70 ans, personne bronchait parce que quelqu'un avait 3 grammes de cholestérol. Tout d'un coup, ils ont redescendu la norme. Au départ, tu avais une norme plus l'âge. Après, ils l'ont descendu à 2,5 grammes par litre. Et puis là, ils l'ont redescendu à 2 grammes. À 2 grammes par litre, la majorité de la population quasiment est en dehors des clous. Ça a été fait avec un seul objectif, vendre des statines. Tu as 68 millions d'habitants en France. Tu as 7 millions de Français qui prennent tous les jours une molécule qui s'appelle une statine pour descendre le taux de cholestérol. Problème, quand tu regardes la littérature scientifique, plus le cholestérol est bas et plus tu meurs prématurément. Et je l'ai expliqué dans mon deuxième bouquin. Tu as un gérontologue français en 1986 qui publie un papier et qui dit c'est quand même curieux, ma population qui a le cholestérol le plus bas meurt avant les autres. Toutes causes en plus. Problèmes cardiovasculaires, démence, etc., etc. Et quand on regarde toute la littérature qui a été faite à coups de milliards sur les statines, on s'aperçoit que scientifiquement, ça repose sur du vent. Donc nous avons des médecins désinformés sur de la mauvaise science qui prescrivent 7 millions de statines à des Français tous les jours, statines qui vont faire mourir prématurément ces gens. Mais On prend 7 000 000, c'est 10 de la population française, c'est gigantesque. Tu prends les grandes études de mortalité cardiovasculaire, 80% des gens qui meurent de pathologies cardiovasculaires, au sens large, ont un cholestérol dans les clous. Mais rien que ça, déjà, ça aurait dû faire hurler tout le monde. Tu prends les Oui. grandes études d'épidémiologie, et la plus grande à notre disposition, c'est l'étude de la population sud-coréenne, 7 millions de personnes, et tu t'aperçois que plus le cholestérol est bas, plus les gens meurent prématurément. Ça se réveille quand? Jamais? Bon. Premier problème, donc formation des médecins. Deuxième problème, nous avons un aspect médical aujourd'hui qui n'est plus de la médecine. La médecine n'est plus scientifique. La médecine est politique. Et nous avons mis un système en place en France où le médecin n'a plus aucun pouvoir décisionnel. J'ai interviewé plusieurs médecins généralistes, je leur ai reposé la même question. Je leur ai dit, voilà, devant vous, vous avez quelqu'un qui est en parfaite santé, tous ses marqueurs métaboliques sont nickel, mais ils ont un LDL qui est largement, un cholestérol LDL qui est largement en dehors des clous. Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Et là, il me dit, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de lui prescrire une statine. Si je ne le fais pas, c'est une erreur médicale, je risque l'interdiction d'exercer. La pression administrative sur les médecins aujourd'hui fait qu'ils n'ont plus aucune liberté de prescription. Oui, ils sont presque poussés à la prescription parce que, s'ils n'ont rien fait, ils seront Oui. rendus coupables. Ah bah, quelqu'un qui a 3 grammes de cholestérol, le lendemain, il fait un arrêt cardiaque pour une raison X ou Y. La famille regarde les analyses, voit que le médecin n'a pas prescrit de statine, le médecin est attaqué. C'est évident. De l'autre côté, moi, j'ai formé une bonne centaine de médecins au régime cétogène. C'est quasiment tout le temps pour eux. Et il y a des gens, par exemple, j'ai une cardiologue française que je voudrais bien faire parler. Je sais que de temps en temps, elle propose le régime cétogène à ses patients. Mais c'est des gens qui ont littéralement peur. Ils savent que leur père ou leurs collègues vont les juger, ils risquent des problèmes avec le conseil de l'ordre, etc. Aujourd'hui, le médecin, il est littéralement entre le marteau et l'enclume. Et en face de lui, il a un patient qui n'a pas forcément envie de faire les efforts nécessaires. Quand je dis d'efforts, c'est changement de mode de vie, apprendre à être autonome.
Et 98% des gens, aujourd'hui, ils veulent une pilule magique. J'ai de l'hypertension, je veux un médicament. J'ai trop de sucre dans mon sang, je veux un médicament. J'ai mal à la tête, je veux un médicament. Les gens ne sont pas là pour recevoir un cours de nutrition. Donc le Oui, médecin, il est vraiment entre plusieurs feux. C'est même plus qu'entre le marteau et l'enclume, il y a au moins 3 feux. Donc comment changer ça? C'est compliqué. Je pense que plus nous aurons de médecins qui comprendront qu'il y a un problème dans ce qu'ils font et qu'il y a un problème dans ce qu'on leur a dit et qu'ils comprendront qu'aujourd'hui la médecine a quitté la science pour devenir de la politique et que de leur propre initiative, ils se retournent vers la science. Tout le monde peut le faire. Vous allez sur PubMed, la littérature scientifique, elle est là. Vous vous posez les bonnes questions, vous allez chercher les bonnes études. Oui, ça prend du temps, faut trier. Il y a de la littérature scientifique frelatée, très bien. Mais il va falloir faire ça. Et là, vous allez commencer à travailler sur une base scientifique et plus sur une base politique. Voilà. Donc ça nécessite ça, mais ça prend des décennies. De l'autre côté, ce que je vois de plus en plus, c'est des gens qui ont vraiment envie d'être en bonne santé. Ils connaissent rien, ils savent qu'ils connaissent rien, ils se disent, il faut que j'apprenne. Donc ils apprennent. Ils lisent des livres, ils lisent des études, etc. Puis ils font leur propre choix. Là, ils ont une réelle amélioration de leur état de santé. Moi, j'appelle ça une disruption parce qu'ils en savent plus que leurs médecins. Et ils viennent carrément presque informer leurs médecins. Donc, plus nous aurons de gens autonomes, et moi je suis en tant que pur jus libertarien pour la liberté individuelle et donc la responsabilité individuelle, c'est-à-dire faire ses choix éclairés le plus possible par la connaissance. Quand on va dans ce sens-là, ben, on a la joie de pouvoir être libre, autonome, responsable de ses décisions et compter sur le moins possible sur un système qui est littéralement défaillant. donc c'est une remise en question, du système dans sa globalité. C'est intéressant. Exactement. Heu, Mais forcément, ça sera long, ça sera lent. Pour l'instant, ça cible uniquement spécifiquement des gens qui sont capables. Tu sais, toutes les expériences de sociologie qui ont été faites, est-ce que vous êtes capable face à 99% de gens de leur dire vous avez tous tort? Voilà. Eh ben, il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Et le régime cétogène aujourd'hui concerne quasiment tout le temps le même profil. Des gens qui sont capables de faire exactement le contraire de tout le monde, le contraire du conjoint, le contraire de ce que le médecin dit, le contraire de ce qui est dit à la télé, le contraire des affichages nutritionnels, et le font parce qu'ils ont compris, quoi qu'il arrive, ils vont faire ça. Et bien ça, c'est peut-être quelques pourcents des gens qui habitent en Occident, voilà, malheureusement. mais ça s'explique assez bien parce que, on a dans la survie besoin du groupe Mmh. et aller dans le sens du groupe, c'est, statistiquement une meilleure chance de survie. Donc on préfère enfin, la vérité est moins importante que, Oui, d'être accepté par le groupe au final. exactement. Et puis il y a aussi Milgram, bien sûr, la soumission à l'autorité. À partir du Mmh. moment où vous avez une autorité, un médecin, un professeur de médecine, une célébrité à la télé ou sur les réseaux sociaux qui vous dit quelque chose, bah, vous suivez. Voilà, vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne cherchez pas à analyser si c'est vrai, si c'est faux, vous suivez. Et ça, bah, Milgram nous l'a montré. Hein, donc, on l'a vu Oui, partout. Hein, la résistance au masque avec le Covid, la résistance à la vaccination, le régime cétogène, finalement, c'est la même chose. C'est être capable de se faire son propre avis et de décider pour soi. Voilà, c'est une minorité des gens. oui. Après il y a des sujets où et tu utilisais le fait que quand tu décides pour toi, tu deviens, acteur pour tout le monde. Le vaccin en est un bon exemple, hein. Je ne partage absolument pas cette idée. Mais en tout cas, c'était un des Oui, éléments de réponse ça a été qu'on pouvait utilisé, bien sûr. se voir Bien confronté, sûr, se protéger pour les autres avec un vaccin qui n'immunise pas, c'était très logique. Mais littéralement, ça s'appelle de l'abrutissement. Hein. Et moi, je pense qu'il faut aller loin parce que les personnes qui ont dit ça, il faut les juger. Mais vraiment lourdement parce que ces personnes sont littéralement responsables de mort derrière. oui. Oui, oui. Ah là, il y a eu, au Congrès américain, il y a eu, ils ont publié Oui. les 500 pages qui sont très intéressantes. Alors j'ai pas lu la totalité, j'ai feuilleté un peu quelques pages, puis j'ai regardé aussi quelques résumés, Mhm, et j'ai surtout été regarder, la couverture par la presse, française et mhm. anglo-saxonne, un petit peu anglaise, de ça et soit ils pondèrent énormément, soit ils condamnent. Mais c'est assez drôle parce qu'on est quand même sur des institutions sérieuses. Moi, j'aimerais qu'on ait des institutions en France qui soient capables de faire des recherches comme ça, qui aient un tel poids, qui aient les moyens, en fait, d'aller aussi loin dans l'investigation sur des sujets qui peuvent déranger. Là, on a quand même, aux États-Unis, le Congrès qui le fait, c'est sérieux, c'est plusieurs années et quand
on lit un journal, on nous dit, j'en ai lu un, c'était vraiment drôle, les résultats complotistes du Congrès américain, mais je dis: «Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi». Où il disait que ce n'était pas prouvé, mais qui discutait du fait que, par exemple, le virus pouvait sortir de Wuhan, des choses comme ça. Mais j'ai dit: «Mais il y a des gens qui font du travail sérieux et vous, vous n'en faites pas et vous vous permettez de critiquer leur travail». Je trouve ça assez incroyable. Honnêtement, enfin, je vais le dire simplement, il y a plus de médias dans le monde, hein. Même il y a quelques médias plus ou moins libres. On va parler d'époque dans la zone anglophone, entre guillemets, le New York Post aux États-Unis, tu vas avoir François en France, des choses comme ça. Mais on fait tout pour considérer que ces médias, ce sont des médias d'extrême droite ou alors des médias complotistes. Enfin, on les discrédite, mais 98 de l'espace médiatique, il est tenu de façon monopolistique par des milliardaires qui possèdent des médias littéralement à perte. Tu vois, c'est ce qu'on appelle. Moi, je suis capitaliste, hein. Le principe du capitalisme, c'est d'avoir une entreprise qui fait des bénéfices, parce que si elle ne fait pas de bénéfices, elle meurt. Et aujourd'hui, tous les médias, depuis des années, des décennies, sont littéralement des entreprises à perte. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent renflouer des médias à perte. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le média, en fait, n'est pas un média. Son rôle n'est pas d'informer. Il a perdu son statut de média. C'est un outil de propagande. Donc, il y a un intérêt supérieur qui permet de financer l'outil médiatique pour diffuser une propagande. On n'est plus du tout dans l'information. Oui. Oui, sinon il y aurait enfin, un média qui survit grâce aux subventions Une pour faillite. désinformer le peuple qui paye les subventions, c'est quand même on est bien, Une c'est faillite, si tu veux. Moi, je suis un adepte du motocross. Je lis depuis 1986 un magazine qui s'appelle Moto Verte en France. Si Moto Verte n'est pas rentable, le magazine il disparaît, hein. oui, L'industrie de la moto ne va pas financer un magazine à perte. Bon. Et aujourd'hui, tu prends le Figaro, tu prends les Échos, tu prends le Point, tu prends le Parisien, le Monde, etc. Bon, regardez juste à qui appartiennent tous ces médias, hein. Et regardez la quantité d'argent public qui est injecté, c'est-à-dire vos impôts, pour payer ces gens, plus un déficit annuel pour renflouer le trou. Et là, vous vous rendez compte que ce principe-là, ce n'est plus de l'information. C'est un financement de propagande. Que ça soit de la propagande étatique ou de la propagande d'intérêt de quelques-uns, mais c'est plus de l'information. Donc on peut pas utiliser ces canaux-là pour s'informer. OK. Et j'ai une petite question, ça fait un peu le pont, même si c'est pas en lien avec le thème de la vidéo. Aux États-Unis, là, on a un ministère de la santé qui s'installe, assez intéressant, qui dit des choses intéressantes, notamment sur, l'alimentation, sur, les graisses végétales et cetera. Est-ce que tu penses que ce genre de mouvances qui font finalement du bon sens, c'est comme ça que je les regarde, heu, traverseront, l'océan et arriveront jusqu'en Europe? Alors, je suis très, très optimiste. Alors, je suis très méfiant envers les politiciens. Parce que les politiciens, on a vu depuis des décennies, ils font qu'une chose, c'est trahir la parole donnée, hein. Milton Friedman disait: «Jugez les politiciens aux résultats et pas aux déclarations avant les élections», et c'est exactement ça. Maintenant, sur le papier, par rapport aux déclarations qui ont été faites, je suis très optimiste par rapport aux personnes aussi, parce qu'on a vu que Trump s'était entouré de personnes qui étaient, plutôt sulfureuses, plutôt littéralement, on fait rentrer dans le gouvernement américain ce que le gouvernement américain combat depuis des années, voire des décennies. Donc, on prend, Kennedy pour le plus connu, mais à d'autres postes clés il y a des gens extrêmement intéressants. Par exemple, à la FDA, il y a une personne qui a clairement combattu les mandats de masques, les mandats de vaccination, et cetera, qui rentre à la tête de la FDA. Bon, heu, si ces gens-là ont vraiment les moyens de faire ce qu'ils disent et ce qu'on attend d'eux, oui, ça va être un gros ménage parce qu'on va repartir sur de la science. Par exemple, Kennedy, par la presse du monde entier, est taxé d'antivax. Kennedy n'est pas un antivax. Kennedy est un scientifique. C'est-à-dire qu'il demande que l'industrie qui produit des vaccins soit soumise aux mêmes règles d'évaluation, de suivi, etc., que l'industrie du médicament. Aujourd'hui, les producteurs de vaccins sont vraiment littéralement en roue libre. Ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent tuer 100 000 personnes demain, il ne se passera rien, hein. Bon, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on n'ait pas d'études avec des groupes comme un médicament, un groupe placebo. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on prend 1000 enfants, qu'on leur injecte tel vaccin et qu'en face, on a
1000 enfants, par exemple, sur la base de volontariat, ou je ne sais pas moi, les groupes Amish, tout ce qu'on veut, qui ne sont pas vaccinés, et on regarde ce qui se passe sur 20 ans. Est-ce que ces enfants sont touchés d'autisme? Est-ce que ces enfants vont développer certains types de cancers? Etc. etc. Là, après, on a de la science sur laquelle discuter. Je vais donner juste un exemple. Les États-Unis ont un calendrier vaccinal ahurissant. Hein. Il a progressé de façon linéaire, de façon exponentielle même, par rapport à 86, où là, on a affranchi de toute responsabilité les producteurs de vaccins. Donc, tu as un vaccin pour tout, à tous les âges, etc. Aux États-Unis, les États-Unis, pour là-dessus, ça n'existe pas, c'est 50 États. Par exemple, moi, au Colorado, j'ai 3 exemptions possibles si je ne veux pas me faire vacciner. Une exemption médicale, une exemption religieuse. Donc, je vais voir mon curé du coin qui me fait un papier en disant que je ne suis pas d'accord d'être vacciné et hop, je suis une exemption. Ou une exemption philosophique. Alors là, c'est parce que philosophiquement, je ne suis pas d'accord, donc je dis non. Hop, ça y est, j'ai mon exemption. Puis il y a d'autres États, c'est l'extrême. Par exemple, la Californie, il n'y a rien du tout. Même les exemptions médicales ont été refusées pour les injections Covid sur les enfants. Donc, c'est intéressant de voir comment ça marche. Puis après, il y a encore une surcouche qui s'appelle les comtés. Au niveau des comtés, ils ont une possibilité de faire ou de ne pas faire les choses. La Californie détient le record d'autisme, de cas d'autisme chez les enfants de tous les États-Unis. C'est là où il y en a le plus. Et quand on regarde comté par comté, on a la catastrophe nationale, qui est le comté de San Diego, petite ville au sud de la Californie, où on a un cas d'autisme pour 8 petits garçons. Parce qu'il y a plus d'autisme chez les garçons que chez les filles. Un cas Sur d'autisme 8. sur 8. OK? À l'autre bout de la Californie, on a un comté de résistants. Et c'est intéressant parce que ce qui s'est passé dans ce comté a fait l'objet d'études scientifiques publiées que nous pouvons consulter. Et on se rend compte qu'ils ont fait qu'une chose. Dans ce comté, ils ont dit nous n'obligerons pas les enfants à suivre le calendrier national de vaccination. C'est tout ce qu'ils ont fait. Donc, ils laissent les parents faire. Si les parents veulent vacciner 96 doses de leurs gamins, ils le font. S'ils veulent que les gamins ne soient pas vaccinés, ils peuvent le faire aussi. Et qu'est-ce qui se passe dans ce comté? Eh bien, dans ce comté, on a le taux d'autisme le plus bas de tous les États-Unis. Moi, si je suis scientifique, je m'interroge, je me dis, tiens, Oui. qu'est-ce qui se passe dans cette zone géographique? Étudions. Voilà, Est-ce que c'est ce c'est que une va faire corrélation Kennedy. ou une causalité? Ouais. C'est ce que va faire Kennedy. Alors Oui. après, certaines personnes pensent que les vaccins induisent une forme d'autisme. Très bien. Il y a d'autres théories. Par exemple, ils ont beaucoup avancé qu'il y a certains antidouleurs qui sont donnés à l'enfant, c'est sur des bases de paracétamol et autres, au moment où l'enfant est vacciné. Et on s'est aperçu que spécifiquement à ce moment-là, c'était une catastrophe. Donc, ça serait l'antidouleur au moment de l'injection qui va participer à la mise en place de l'autisme. Mais on ne peut pas nier l'évidence. Les cas d'autisme sont là, les cas d'autisme sont en hypercroissance, suivent la courbe de nombre d'injections. À un moment donné, il faut regarder ce qui se passe froidement. Hein. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Sinon, c'est peut-être que dans 100 ans, c'est 100% de cas d'autisme à ce rythme-là. Hein. Voilà. C'est ce que Kennedy va faire. Kennedy veut mettre en place la science et les bonnes personnes pour juste arrêter de cacher ce problème de l'autisme aux États-Unis qui devient juste explosif. Mhm. D'ailleurs, ça me rappelle un souvenir que je te partage. Quand j'étais en Australie, j'ai travaillé dans une ferme. La maman était autiste, son frère aussi, son père aussi. Et ils ont eu 3 enfants avec son mari. Les 3 étaient autistes. Ils avaient 6, 9, 11. Mhm. Bon, en Australie, c'est très américanisé, bien sûr, mais je me rappelle que les enfants, la prescription des médecins là-bas, le soir, parce qu'ils étaient c'est souvent dans certains spectres autistiques, il y a une forme d'anorexisme ou de rachitisme qui peut se développer. Donc ils leur prescrivaient des shoots caloriques Mhm. et tous les soirs, ils avaient un milkshake avec des poudres. On pourrait même pas trouver ça en France. Ils rajoutaient, du sucre de maïs, enfin des Mhm. trucs de fou, bourrés d'édulcorants et avant d'aller dormir, à 22 heures, tous les soirs dans le cornet et le matin, ils se réveillaient souvent, un peu agités et selon ce qu'ils mangeaient au petit-déj, moi j'ai observé ça pendant 2-3 mois. Selon ce qu'ils mangeaient au petit-déj, parfois je leur faisais des œufs, des choses comme ça. Heu, Ils devenaient hyper énergétiques, Mhm. incontrôlables Mhm. et après c'était le médicament, les pupilles dilatées, terminé, il y avait plus personne Une dose de et là je me Ritaline. suis dit ouais, je me suis dit, de l'expérience, quoi, de l'avoir vécu, les Mhm. enfants quand ils mangent du sucre, ils ne peuvent pas, ça explose en fait Bien sûr. et
la recommandation des médecins, c'est de prendre des médicaments Mmh, et du sucre. tout à fait. On en a parlé à la maman, on lui a dit: «Mais tu remarques pas?» Elle s'appelle Suzy, tu remarques pas? Mais en fait, comme tu l'as dit, je pense que là, c'est la responsabilité. À partir du moment où il y a Mmh. la sainteté du corps médical qui a parlé, il sait mieux que nous et c'est lui qui est responsable et c'est ce qu'il faut pour les enfants, quoi. Et l'autisme était, un sujet de prédilection d'une équipe de chercheurs américains à Hawaï. Autisme et régime cétogène. Donc c'est pas nouveau, tout ça c'est publié. On connaît l'impact du microbiote intestinal, on connaît la communication entre le microbiote intestinal et le système immunitaire. Tu parlais d'une famille d'autisme. On sait maintenant qu'il y a un lien directement avec les problèmes d'hypométhylation, avec l'autisme. Tu as eu des études qui ont été faites avec, par exemple, comme marqueur l'homocystéine, une homocystéine un peu élevée. Alors, ce n'est pas des trucs catastrophiques, hein, ce n'est pas de l'homocystéine qui va être trouvée dans les cas de pathologie cardiovasculaire. Non, on est sur du 12, 13, 14, 15. On n'est pas sur des 80. On voit qu'il y a un problème de méthylation et que quand tu impactes avec certaines molécules précisément, en particulier des vitamines du groupe B, tu te retrouves à un homocystéine dans les clous, 5, 6, et en revenant à une méthylation fonctionnelle, il n'y a plus de cas d'autisme. Tu avais des groupes qui ont été faits, qui ont été traités avec des gens qui avaient des problèmes de méthylation avant la conception. On fait un groupe placebo, un groupe d'intervention, on donne 2 vitamines. Le groupe vitamine, rien. 40 enfants qui sont nés, rien. Le groupe placebo, 2 autistes, 2 maladies graves, 4 enfants malades sur 40. Voilà, c'est pas compliqué. Et ces vitamines-là, tu en as pour 50 € par an, quoi. Pourquoi on ne prend pas les problèmes de méthylation? L'homocystéine n'est absolument pas mesurée en France. Les médecins généralistes ne demandent jamais l'homocystéine. Non. L'homocystéine est la base. Tu as 30 à 35% des Français qui ont des problèmes de méthylation. Comment ça se fait que ça ne soit pas dépisté? Ça, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, hein. C'est dans PubMed, c'est déjà bien documenté tout ça. Mmh. Tout à fait, ouais. Bah, elle Tout a est lié, maintenant, si tu veux, c'est des la sujets très prise de sang complexes. française, elle a pas changé depuis, 50 ans, je crois. C'est la même prescription, c'est la folie, quoi. Alors que Oui. bon, nos connaissances, comme tu l'as dit, il y a des choses qu'on savait qu'on ne sait plus, il y a des choses qu'on ne savait pas qu'on découvre. Mmh. Mais par contre, ce qu'on va regarder comme marqueur de la Non, mais santé n'a je vais pas te donner un évolué. exemple. Toi, tu es français, même si tu manges des glucides, tu manges du pain. Dans ce pain, tu manges de la farine de blé. Ça s'arrête là. Moi, je suis expert agroalimentaire. Donc, je connais les laboratoires, je connais les moulins. Quand tu vas dans un moulin français, ils ont des formules de farine pour l'export. Par exemple, certains pays d'Afrique, systématiquement, enrichissent leur farine de blé en fer. Tu as un complément alimentaire qui est mis dans la farine. OK? Aux États-Unis, ils font ça systématiquement depuis 70 ans. Exemple, l'acide folique. L'acide folique est systématiquement mis dans la farine de blé aux États-Unis. Il faut être vraiment un fou furieux pour trouver une farine sur meule de pierre, bio, aux États-Unis, hein. Là, c'est la paire à trouver, hein. OK? Donc, ils se mangent un complément qui s'appelle de l'acide folique. 35% des Américains ne savent pas métaboliser l'acide folique. Il leur faut du folate. Tu donnes un produit, littéralement, une forme de vitamine qui intoxique 35% des Américains. Littéralement dans la farine. Donc, comme ils sont tout le temps en train de manger dehors, les hamburgers, les petits pains, les viennoiseries, tout ce que tu veux, systématiquement, ils mangent ça. Les cantines scolaires, les maisons de retraite, tu donnes de l'acide folique à des gens qui sont incapables de la métaboliser. C'est un poison. Imagine ça. Donc, rien qu'un tout petit point comme ça, on le sait depuis 60 ans, hein. C'est pas nouveau. C'était une vraie connerie, en fait, de mettre ça là-dedans. Donc, à un moment donné, Kennedy, il a un chantier, mais considérable à mettre sur la table. Il faut qu'il Oui. trouve les bonnes personnes pour vraiment. J'espère vraiment que Nina Teicholz rentre là-dedans parce que la journaliste, donc Nina Teicholz, qui est aussi scientifique, elle a son PhD depuis l'année dernière. Elle a vraiment été à l'origine d'une vraie révolution sur les directives nutritionnelles aux États-Unis. C'est elle qui a fait toutes les enquêtes de corruption, etc. Ça aurait pu être intéressant. Mais c'est ce genre de personne qu'il faut pour littéralement faire un virage à 180 degrés aux États-Unis. Donc, imaginons que ça se fasse aux États-Unis dans les prochaines années, ben, il va y avoir un problème parce que le reste du monde a fait que copier les États-Unis depuis 70 ans, hein. Donc, est-ce qu'ils se maintiennent dans l'erreur ou ils regardent un petit peu, ils font amende honorable et ils font un virage à 180 degrés aussi? Ça, je ne sais pas. L'avenir le dira. Mm.
En tout cas, c'est sûr qu'on vit, des périodes qui sont assez transitoires. Hem, puis je pense que les États-Unis, c'est aussi, ils commençaient peut-être à apercevoir leur ombre projetée sur le mur, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a quand même des puissances qui se déplacent, qui se développent et qui prennent leur place dans l'échiquier mondial et les Mmh. États-Unis doivent se réinventer pour maintenir leur place, qui est si importante et du coup, ça passe par revenir à du bon sens parce qu'il y a certaines décisions et actions, politiques, je pense, qui étaient, presque suicidaires, en fait, pour les États-Unis, Totalement, de mais manière moi, générale. j'ai une grande passion pour les États-Unis. J'ai découvert ce pays en 2008 et en 2008, quand je suis venu là pour la première fois, j'ai compris que c'était ici qu'il fallait que j'habite parce que j'avais vraiment un pays qui était en phase avec ce que j'étais, des gens qui étaient en phase par rapport à ce que je suis, et cetera. Les Américains, ils ont, un défaut, sur tous les plans, ils sont les meilleurs au monde, à un moment donné. Et puis, les années passent et leur niveau, littéralement, se casse la gueule. Mais ils ne le voient pas. Ils pensent qu'ils sont toujours les meilleurs. Et donc, ils ont vraiment besoin de se prendre littéralement une tarte dans la gueule de rappel en disant: «Oh les gars, va falloir vous réveiller parce que vous étiez peut-être les meilleurs, mais vous ne l'êtes plus». Et c'est ce qui s'est passé un peu partout, si tu veux, dans les conflits armés, que ce soit la science, que ce soit le sport. Il y a beaucoup de sports, si tu veux, où les Américains ont vraiment dominé. Puis ils se sont endormis un peu, ils n'ont rien fait de nouveau, tu vois. Mais le monde, il a avancé, lui, pendant ce temps-là. Et puis, littéralement, ils se prennent une branlée. Euh, quand tu arrives la meilleure équipe du monde et que tu te fais humilier sur un match, la fois d'après, tu vas faire autrement. Et là, tout le monde dégage. Les entraîneurs dégagent, le staff qui dirige dégage, les joueurs dégagent. Ah, c'est le gros nettoyage. Ça, c'est la façon de faire américaine. C'est-à-dire, on est très très haut, on est les meilleurs, on se croit très haut, mais finalement, on est en train de se casser la gueule. Puis après, il y a la branlée. Et là, on se ressaisit, on repart. C'est Il y a le c'est comme ça. retour à la réalité. OK. Il y a des cycles, en fait, qu'ils expérimentent régulièrement. Je l'ai vu dans plein de domaines. Et voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. OK. Bah, en Mais je tout cas, les c'est aime pour ça, hein. encourageant. Franchement, je les aime pour ça. Parce qu'ils sont Oui, fiers, si tu veux. Quand ils font quelque chose, ils sont toujours fiers de ce qu'ils font. Et moi, j'aime les gens fiers de ce qu'ils font, quoi. Tu as l'impression qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. J'aime les Américains. oui. Bah, c'est pour ça que tu t'y es installé, Mmh. j'imagine et ça fait plaisir de voir que tu t'y plais. Mmh. Mais on a abordé pas mal de sujets, je pense qu'on va s'arrêter là, que tu aies le temps d'attaquer ta journée. Très bien. Merci en tout cas, Ulrich, d'avoir participé et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais transmettre? Peut-être parler un petit peu, de ton travail, mais aussi, des idées que tu aimerais transmettre aux auditeurs et auditrices avant de nous laisser? Tu sais, un de mes premiers combats, vraiment, je me suis vraiment impliqué, c'était la liberté individuelle. J'ai écrit un livre, l'idée a germé dans mon cerveau. Ça a été de réunir 100 personnes pour créer 100 textes qui ont été publiés dans un seul livre. Ce qui est toujours un record du monde d'ailleurs, que le Guinness Book n'a pas voulu nous homologuer parce que le livre a été écrit en français et pas en anglais. Bon, le livre s'appelle Libre. Et la liberté, pour moi, elle est centrale. La liberté, elle est plus importante que ma propre vie. Et j'invite vraiment chacun à se ressaisir parce que dans le monde entier, aujourd'hui, nous avons des intérêts, que ce soit des intérêts privés, des intérêts publics, etc., qui veulent nous prendre notre liberté individuelle. Et en nous prenant notre liberté individuelle, ça nous rend incompétents dans la moindre décision de nos vies. Nous devenons littéralement des esclaves. George Orwell nous a alertés il y a longtemps, d'autres l'ont fait. Mais pour moi, la liberté, elle est vraiment importante parce que, tu sais, les êtres humains, tu prends 100 personnes, tu as 100 personnes qui vont faire des choses différentes. Là-dedans, tu as des gens qui vont faire des choses vraiment très stupides. Et puis là-dedans, tu as aussi des gens qui vont faire des choses géniales. Et ces choses géniales vont devenir le guide pour les autres. Donc il faut, de façon impérative, cette liberté et ce chaos naturel. La nature est un chaos. Parce que dans ce chaos émergent les choses les plus géniales dont l'humanité a besoin. Et moi, j'invite vraiment chacun à se ressaisir sur la liberté, l'importance de cette liberté, la liberté qui est sur deux jambes, la liberté avec la responsabilité à côté. On est libre de ses actes et on est responsable de ses actes parce que c'est ce qui permet vraiment de faire avancer toute la société. Ce que je dis là est aussi bien valable pour un politicien de haut niveau que monsieur et madame tout le monde à son niveau dans son quotidien quand vous faites vos courses, quand vous choisissez d'acheter un livre, quand vous choisissez de vous former sur tel ou tel sujet. La liberté, pour moi, elle est centrale et j'attire vraiment les gens, j'attire vraiment le signal d'alarme sur la nécessité de protéger la liberté
de remettre la liberté au centre de nos vies parce que sans elle, nous sommes plus rien du tout. Merci beaucoup pour ce partage. C'était vraiment enrichissant et ça me poussera à de belles réflexions personnelles. Avec plaisir. Au revoir à toutes et à tous et à très bientôt sur le podcast Connaissance. Merci à toutes et à tous d'avoir poursuivi votre écoute jusqu'ici. J'espère que les sujets d'aujourd'hui vous ont touché et ont inspiré des questions et réflexions. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez aider la connaissance à faire son chemin en partageant sur les réseaux bien sûr, mais aussi simplement en parlant autour de vous. C'était Melvin sur Connaissance Podcast. Je vous souhaite à tous une très belle journée.